Bonsoir et bienvenue dans High Tech. L'employabilité des jeunes grâce au numérique est un sujet d'actualité. Alors pour cela, nous avons invité le ministre du Commerce, M. Alioune Sarr, qui va nous en dire plus. Nous avons un ensemble de projets qui visent justement à accompagner les PME depuis l'idée de création de projets, en passant par la création d'entreprises jusqu'au marché export. Je crois qu'avoir une plateforme d'échange qui permet justement à ce que le gouvernement, le secteur privé, des grandes entreprises comme la Sonatel, des professeurs d'université soient ensemble pour échanger est une excellente chose. Vous savez que dans le cadre du plan Sénégal numérique 2025, l'objectif qui est visé, c'est d'avoir plus de 10% du PIB créé par l'économie numérique. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux. Donc cela veut dire simplement que le secteur numérique, et en particulier le secteur de e-commerce, est un des secteurs piliers de l'économie sénégalaise. Il s'y ajoute que le fait que le Sénégal a des atouts extrêmement intéressants. Nous avons l'entreprise leader dans les télécommunications en Afrique, comme la Sonatel. L'enjeu, c'est vraiment de créer du contenu dans cette grosse autoroute donc, qui est constituée par les systèmes d'information et par l'économie numérique. Nous avons la fibre optique, nous avons de grands réseaux, donc il faut maintenant créer des contenus et la création des contenus, ce sont les entreprises qui le font. Donc nous sommes dans un monde ouvert. Internet, personne ne vous oblige à aller sur Internet. Donc si vous prenez le risque d'y aller, il faut donc que vous preniez également vos dispositions. Ne fréquentez pas certains sites qui ne sont pas authentifiés, qui ne sont pas certifiés. Donc le citoyen est le premier contrôle. Et naturellement derrière, il y a tout le dispositif qui est mis en place par l'État, que vous prenez donc les lois de manière générale, mais également sur le plan sectoriel, vous avez aussi des lois. Si vous prenez le secteur des télécommunications, vous avez les codes des télécommunications, vous avez les codes également du commerce. Donc dans tous les secteurs, vous avez donc un ensemble de dispositifs qui sécurisent le consommateur sénégalais. Mais je dis encore une fois, le premier contrôle de la sécurité du consommateur, c'est le consommateur lui-même. Nous restons toujours dans le numérique et pour cela, nous sommes partis voir Mme Sow-Sarr qui est directrice du laboratoire Jean Alifant et qui nous parle de son réseau de femmes entrepreneurs qui utilisent le numérique dans la commercialisation de leurs produits. Je travaille avec un réseau de femmes entrepreneurs et donc la question qui sont d'abord des femmes commerçantes. Donc vous voyez pourquoi réfléchir sur la question du e-commerce. Nous sommes par exemple dans la distribution du riz, mais il y a des questions du coût, les questions du passage du produit au consommateur. Donc cette réflexion sur le numérique par rapport aux femmes avec qui je travaille, c'est un champ extrêmement important pour nous. Mais en même temps, tout simplement en tant que chercheur travaillant sur les questions d'économie, sur les questions de société, parce que le numérique, c'est d'abord une question culturelle. Il y a la question, c'est vrai, de l'outil qui est en tant que tel, mais l'outil ne peut se développer sans prendre en compte la dimension socioculturelle de l'utilisation. À l'heure où nous sommes, nous nous demandons tous quelle est la valeur ajoutée qu'un blog a au détriment d'un site internet ou encore un site internet au détriment d'un blog. Quels sont les budgets à respecter? Que faut-il pour créer son produit, lancer son entreprise? Et toutes ces réponses, nous les attendons dans ce reportage à suivre. Aujourd'hui, il y a deux choses. Avoir un site internet, c'est bien. Avoir des produits sur son site internet, c'est bien. Mais le plus important, c'est le contenu. En fait, vous avez au moment où vous lancez votre business, vous avez différents supports qui existent pour vous. La première, c'est de lancer vous-même votre propre site. Aujourd'hui, c'est grâce au contenu que les clients savent que tel ou tel existe. Créer sa propre plateforme maintenant pour quelques, je dirais, dizaines de milliers de francs CFA. On peut avoir une plateforme spécifique sur des CMS et des Content Management Services, c'est-à-dire des logiciels libres accessibles comme PrestaShop ou Magento, vraiment de manière tout à fait accessible. Aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher, c'est une entreprise assez hasardeuse parce qu'un site, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est de très lourds investissements à mettre en œuvre. Donc je pense que pour différents business, il y a parfois une priorité plus importante que de lancer son propre site. J'ai pour objectif de créer mon propre site internet et de ce fait, je pourrais rediriger mes clients de Facebook, je les rabats directement sur mon site de e-commerce que je suis sur le point de lancer. Moi aujourd'hui, mon site internet qui est discount-senegal.com, le contenu c'est quoi? Il y a les images, il y a la description des produits, il y a les prix des produits.
Et aujourd'hui, il suffit de taper par exemple maison déco ou meubles à Dakar, mes produits apparaissent. Et vous avez des plateformes, Jumia par exemple en est une, sur lesquelles vous pouvez accéder à différents outils. Ce n'est pas votre site, mais vous avez votre espace qui permet de parler à votre clientèle, tout en gérant, en retrouvant tous les outils de gestion classique de l'entreprise, les stocks, les finances, etc. Et je pense qu'avoir son propre site internet me permettra d'avoir une plus grande marge de manœuvre pour exposer ce que j'envisage de faire. Le blog, c'est assez intéressant pour les personnes qui sont en train de développer des concepts. On peut évidemment créer un blog qui va avec des briques déjà installées pour très peu, où on va pouvoir faire sa boutique tout de suite. Évidemment, le blog, c'est la plateforme la plus facile que chacun peut utiliser. Après, c'est uniquement une plateforme d'information. Ça ne permet pas de commander ou de gérer des commandes en ligne. Bon, en blog, ça devient plus personnel. Aujourd'hui, je connais certains blogueurs qui sont orientés dans la cuisine, qui donnent des conseils sur la cuisine. Il y a d'autres sur la mode. L'enjeu, il va être plutôt de constituer un écosystème qui va vous permettre de travailler votre coût d'acquisition client. Personne ne peut passer aujourd'hui parler de développement sans parler d'Internet, sans parler du e-commerce. On est là aujourd'hui avec un nouveau concept qu'on vient de voir, que Orange encore a créé. Nous aimerions, s'il vous plaît, que vous reveniez sur les raisons de cette innovation, que vous nous expliquiez ce que c'est. Merci Mary. Vraiment, Orange est heureux de partager cette innovation-là avec vous. Donc, Orange a lancé effectivement le concept Smart Store. Vous savez, le groupe Orange a été le premier à créer ce concept-là. Et c'est un concept qui met le client au cœur de l'événement. C'est le premier concept qui a été lancé en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et le Sénégal a eu donc l'honneur de l'accueillir. On a fait l'inauguration de cette agence au niveau de l'agence Cheikh Anta Diop. Quelle est l'organisation que vous avez donnée à ce Smart Store? Le concept Smart Store est basé sur des univers. Au Sénégal, nous avons pris 5 univers, donc l'univers maison, qui regroupe tous les produits et les services que Orange commercialise pour les résidentiels. Ensuite, on a l'univers travail, donc ce sont les solutions que nous proposons aux professionnels, donc que ce soit les PME, PMI. Et on a également l'environnement fun. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes sont très technophiles. Ils adorent tout ce qui est nouvelle technologie et donc on a mis au niveau de cette agence un univers qui leur est dédié. Le concept Smart Store met le client au cœur du service. Un commercial, un conseiller vous prend en charge et de bout en bout, il vous oriente. Il vous guide au sein de l'agence. Vous choisissez votre produit. Si par exemple vous êtes venu pour acheter un téléphone, on a plusieurs modèles de téléphone. Il vous aide à le paramétrer, à le configurer. Et c'est au niveau de ce même conseiller que vous avez la possibilité de payer. C'est le commercial qui encaisse également votre paiement. Et à votre sortie de l'agence, vous avez un produit clé en main. Vous avez le service Orange Money. Bien et pour sûr. les clients comme moi qui n'aiment pas sortir l'argent et qui préfèrent faire les transactions comme ça, qu'en est-il exactement? C'est encore meilleur puisque vous êtes déjà client Orange Money. Donc, vous n'avez même pas besoin d'aller faire une file d'attente au niveau de la caisse. Vous êtes automatiquement pris en charge et vous allez utiliser donc votre compte Orange Money pour payer votre téléphone mobile et vous sortez en même pas en quelques secondes de l'agence. Waouh, je suis impressionnée. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Comme vous le voyez, messieurs, dames, Orange a encore innové. La cybercriminalité, on en a toujours parlé dans cette émission et on revient encore pour en parler. Effectivement, je vous ai toujours présenté la cybercriminalité sur les réseaux sociaux ou autres. Mais maintenant, nous abordons un nouveau thème, la cybercriminalité en entreprise. Effectivement, ça existe, je vous le dis. Et ça a fait bouger le monde, ça a fait secouer des entreprises, ça a fait tomber des géants. Alors, notre invité va nous en parler beaucoup plus amplement. Bonjour Bailey. Bonjour Basile. On a beaucoup parlé ces derniers temps du virus WannaCry qui a touché beaucoup de pays, mais malheureusement, beaucoup de personnes, surtout en Afrique, ne connaissent pas l'origine de ce virus. Il s'agissait de quoi exactement? Merci beaucoup Basile. Donc, avant même d'aller plus loin, et aussi triste que cela puisse paraître, le monde va connaître des attaques de plus en plus massives. D'accord. C'est quoi le WannaCry? Donc le WannaCry est un rançongiciel. Donc le rançongiciel, l'idée derrière, c'est un logiciel malveillant qui, en fait, par rapport à la cible, va crypter des données. Et derrière, pour libérer ces données, on demandera une rançon. Donc l'origine
faut le rappeler, et c'est important, c'est que c'est la NSA qui avait en fait développé des cyberweapons, des armes cyber. Et par rapport à ces armes cyber, il y avait le WannaCry, donc qui exploite en fait une faille Microsoft. Il y a eu un groupe d'activistes qui l'ont découvert et qui l'ont mis en fait dans la place publique. Pour pas trop caricaturer, c'est comme si par exemple on prenait des armes de destruction massive, on les mettait dans la rue. Ce virus a-t-il touché le Sénégal? Aujourd'hui, en tout cas, la carte interactive montre effectivement que ce virus a bel et bien touché le Sénégal 3 heures après son apparition. Donc pourquoi certains ou certaines structures disent que le virus n'a pas été signalé au Sénégal? Vous savez, Basile, au Sénégal, malheureusement, en termes de cybersécurité, on n'a pas une très bonne culture. Mais au-delà de ça, il y a des organismes qui n'existent pas pour gérer la cybersécurité. Si je donne le cas de l'État, aujourd'hui, le Sénégal n'est pas doté d'une agence nationale de cybersécurité. Même si c'est vrai que dans le plan Sénégal numérique, c'est prévu de mettre en place cette agence cette année. Après, on peut prendre le cas des entreprises d'importance vitale. Par exemple, la Sénélec, la Sonatel, les grandes banques, etc. Peu de ces grandes entreprises sont ceux qui ont en fait des structures pour gérer la cybersécurité en interne. Comment expliquez-vous le fait qu'au Sénégal, c'est facile pour un virus d'entrer dans les entreprises, ce qu'on appelle la cyberattaque ou bien la cybersécurité? Qu'est-ce qui fait que le Sénégal n'est pas bien positionné? Est-ce qu'il y a un manque de professionnels ou c'est quoi exactement? C'est beaucoup de choses à la fois. Parce que quand on parle de cybersécurité, la dernière fois je le disais, quand on me dit qu'il y a des firewalls, ok, mais un équipement, un firewall, ce n'est pas de la cybersécurité. Des algorithmes de cryptage, ce n'est pas aussi de la cybersécurité. La cybersécurité, c'est un dispositif qui part d'abord en fait, d'une vision, d'une stratégie. Donc il y a ce qu'on appelle d'abord la politique de sécurité des systèmes d'information. Une fois cette politique déclinée, on doit mettre en place en fait des organes qui sont entre autres composés des ressources qui gèrent la cybersécurité de l'entreprise, mais qui seront aussi composés de processus, de procédures, de reporting, jusqu'à la formation et à la sensibilisation des utilisateurs du système d'information. Que faut-il faire, vous, en tant qu'expert dans ce domaine? En tant qu'expert dans ce domaine, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, il faudrait déjà un niveau étatique, parce qu'il y a différents niveaux. Il y a l'État, il y a les entreprises et il y a les PME, parce qu'en réalité au Sénégal, il y a essentiellement de PME. Donc au niveau de l'État, déjà ils ont prévu de mettre en place l'Agence nationale de la cybersécurité, qui est une bonne chose, qui est une très bonne chose, ainsi que la politique nationale de cybersécurité et ce qu'on appelle en fait les centres de détection des attaques cyber, donc le CERT national. Mais derrière, je préconise en fait déjà que cette agence ait une latitude par rapport aux autres ministères, donc qu'il soit à minima rattaché au Premier ministre, ce qui lui permettrait de coordonner la tâche d'ensemble, si on peut le dire ainsi. Parce qu'en réalité, la cybersécurité est transverse. Si on attaque un pays, on peut passer par d'autres pays. Donc naturellement, il va falloir qu'on ait des cyberdiplomates. Il va falloir qu'on ait des experts en cybersécurité au ministère de la Justice, des experts en cyberterrorisme au ministère de l'Intérieur, etc. Après, Basile, je préconise en fait de mettre en place des groupes de travail. C'est d'ailleurs quelque chose qui est en train de prendre petit à petit. Et derrière aussi, il faudrait qu'on puisse avoir des formations sur le sujet. Parce que quand on parle de cybersécurité, Basile, il est important de rappeler qu'on parle de souveraineté nationale. Aujourd'hui, tous les outils ou tous les équipements qu'on a dans notre pays, même au niveau du gouvernement, c'est des équipementiers occidentaux. Mais il nous faudrait, nous, concevoir nos propres firewalls, concevoir nos propres outils de cybersécurité, parce que c'est effectivement des tâches importantes. Après, la dernière recommandation que j'ai, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on a été attaqué par le WannaCry. On est aussi confronté à un manque de ressources. Donc, c'est important de mettre en place une réserve nationale d'experts en cyberdéfense. Donc, il y aura d'abord la réserve nationale d'experts en cyberdéfense au ministère de la Défense. Donc, eux, c'est des militaires. Ils sont là, ils ne font que ça. Mais à côté, ce serait important de recenser les experts en cybersécurité au Sénégal, qui sont soit au Sénégal, qui sont sénégalais, mais qui sont soit au Sénégal ou quelque part dans le monde, effectivement, qu'on les tope. Et quand il y a une cyberattaque, une cyberguerre, que ces experts-là puissent agir
et puis puissent aider leur pays. Alors, souvent, on dit qu'au Sénégal, les gens ne sont pas encore conscients des dangers de la cyberattaque. Effectivement. WannaCry, c'est un exemple, Oui. mais on se demande maintenant, d'ici 5 ans, 10 ans, on ne parle plus de guerre avec des fusils et autres, on parle des cyberattaques, de la guerre avec des drones. Donc aujourd'hui, d'ici 5 ans, 10 ans, comment serait le Sénégal par rapport à ces problématiques-là? Par rapport à ces problématiques, en tout cas, je sens cette volonté de l'État, à travers le plan Sénégal numérique, de mettre l'accent sur la cybersécurité. C'est important. Derrière, ce que je disais, j'en ai profité pour dire qu'il serait important de mettre en place des groupes de travail, parce que la cybersécurité, c'est un phénomène dynamique. Aujourd'hui, c'est le WannaCry. Les technologies avancent, donc naturellement, la cybersécurité avance. Donc, il faudrait mettre en place des structures qui ne sont là que pour réfléchir, mais avec aussi bien l'État que les partenaires privés. Bélissi, merci. Merci beaucoup, Basile. Merci aux téléspectateurs. On se donne rendez-vous prochainement. Si vous êtes comme moi et que vous aimez passer d'un navigateur à un autre, c'est-à-dire de Firefox à Google Chrome ou autre, s'il vous plaît, regardez ce petit tuto parce que mon très cher professeur, M. Amar, va nous apprendre comment prendre ses favoris de Firefox à Google Chrome. Merci Mary et bonsoir. Il est parfois agaçant de passer d'un navigateur à un autre sans y trouver vos favoris, c'est-à-dire les sites les plus visités et marqués. De Firefox à Chrome, vous pouvez importer vos favoris. Pour importer vos favoris, procédez comme suit. Sur cette barre personnelle, nous avons nos favoris. Maintenant, comment importer ces données personnelles sur Chrome? Ouvrez Chrome. En haut à droite, cliquez sur plus, favoris, importer les favoris et les paramètres. Sélectionnez Firefox et cliquez sur importer. Continuez sur importer et voilà, c'est réussi. Et sur OK. Vous retrouverez vos favoris sur cette barre personnelle. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup. Google et Levis ont enfin dévoilé le fruit de leurs longs mois de recherche et de développement. Messieurs, dames, j'ai le plaisir de vous présenter une veste qui est connectée, tenez-vous bien, et rechargeable. Google et Levis ont dévoilé le fruit de ces mois de recherche et développement, une veste connectée prévue pour octobre 2017. Comme prévu, la veste connectée contient des fils conducteurs reliés à des circuits et des capteurs miniatures. Vous pouvez ainsi interagir avec votre veste comme sur un touchpad d'ordinateur portable. Ils ont également programmé 3 gestes différents. Les commandes sont ensuite envoyées par Bluetooth sur votre smartphone ou n'importe quel appareil connecté. Évidemment, il faudra recharger votre veste connectée et elle aura 12 jours d'autonomie. La PlayStation VR, vous connaissez? C'est un casque de réalité proposé par Sony. Je vous montre. Regardez bien. Alors, avec ça, comme vous le voyez, ça me permet d'avoir une réalité virtuelle à travers mon jeu PlayStation. En attendant de vous laisser découvrir, laissez-moi faire mon jeu à moi. Le PlayStation VR est le casque de réalité proposé par Sony pour la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro. Il propose une solution abordable et bien finie pour profiter de la réalité virtuelle sur sa console de jeu. Il dispose d'un écran OLED qui propose une résolution en Full HS, un angle de vision de 100 degrés et de nombreux capteurs, dont un gyroscope et un accéléromètre. Hightech 221, c'est fini et actuellement je suis à l'espace fun du Smart Store qui vient juste d'être inauguré. En attendant de vous retrouver, messieurs, dames, dans 15 jours pour un nouveau numéro de 221, laissez-moi mener le derby qui oppose toujours le Real au Barça. Je suis Barça et il est Real et je vous promets que cette fois-ci, la coupe, elle est à moi.